De tout temps, les jumeaux ont parlé des liens très profonds qui les unissaient. Liens créés dès l'utérus et qui perdurent toute la vie et même au-delà. Cette croyance est discutable. Si vous admettez cette connexion entre jumeaux, vous devez avoir foi en la transmission de pensées, de la douleur et de la sensation de la présence de l'autre avant même de savoir qu'il existe. Les histoires de télépathie entre jumeaux sont souvent extraordinaires. L'un d'entre eux n'a ressenti le sien qu'au moment de la mort de celui-ci. La Deuxième Guerre mondiale sépara deux jumeaux. L'un fut élevé comme un juif et l'autre comme un nazi. Les jumeaux passent la plupart de leur vie unis dans l'esprit et se battent souvent pour revendiquer leur indépendance. Fréquemment, un mystère entoure la vie des jumeaux. Bien que rare, un embryon sur 10 peut devenir jumeau dans l'utérus. Des histoires racontent ces liens si forts qu'ils transcendent le temps, la distance, voire même la mort. Récits qui pour certains resteront toujours inexpliqués. D'aussi longtemps qu'elle se souvienne, Kerry Kaiser a toujours ressenti un manque dans sa vie. Enfant, elle détestait être seule et recherchait toujours la compagnie d'une camarade. Malgré l'amour de sa famille, ses impressions se sont intensifiées en vieillissant. Il m'a toujours semblé que je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était. J'attendais, je ne savais quoi, ni quand, ni où, ni ce que je devais trouver. C'était comme un puzzle où il vous manque une pièce pour arriver à la fin et vous ne savez pas où la chercher. Kerry a été adoptée bébé en 1960 par deux parents remplis d'amour. Elle a passé son enfance entourée d'un frère adoptif dans une petite ville près de Burlington, dans le Vermont. Parfois, lorsqu'elle était enfant, elle se souvient de gens qui la prenaient pour une autre petite fille nommée Amy. Durant ses années d'université dans le Vermont, ce phénomène est devenu de plus en plus fréquent. Plusieurs fois par semaine, des étrangers l'ont approchée en croyant qu'elle était Amy. Un vendredi soir, en septembre 1985, cela s'est reproduit. Un jeune homme a arrêté Kerry dans un restaurant. Il lui expliqua qu'il avait parié tous ses deniers qu'elle était en réalité Amy Frankowitz. Kerry nota de qui lui parlait ce garçon et décida de faire son enquête. Cela lui prit peu de temps. Un lundi matin, Kerry prenait le téléphone pour appeler Amy. Je lui ai demandé si elle avait été adoptée. Elle m'a dit oui. Puis à quel endroit elle était née? Elle m'a répondu Burlington. Et pour le jour de son anniversaire, sa réponse fut le même jour que le mien. J'ai alors compris que nous étions jumelles. Elles ont alors voulu se rencontrer le même soir sur un parking non loin de Rutland dans le Vermont. Tandis qu'elle franchissait les 160 km la séparant de sa sœur, Kerry se demandait avec ravissement comment serait cette rencontre. Se ressembleraient-elles dans leur physique, leur manière d'être? Auraient-elles les mêmes centres d'intérêt? Les deux sœurs mouraient de curiosité sur ce qu'elles allaient découvrir. Je me souviens juste d'elle se garant et me regardant. J'étais paralysée, incapable de descendre de voiture. Je fermais les yeux et je me disais que c'était le plus beau cadeau que l'on ne m'ait jamais fait. Amy et Kerry ont immédiatement éprouvé un attachement profond. Des jumelles réunies après 25 ans de séparation. Pour la première fois de leur vie, les deux femmes ressentirent la plénitude. Amy et Kerry avaient toutes deux constaté ce manque inexplicable depuis leur enfance. Que ce soit leur carrière, leur mariage, leurs enfants, rien n'avait réussi à combler ce vide. J'ai su que c'était ma sœur parce que tout s'est éclairé, allégé quand je l'ai vue. C'était la perfection. Une sensation incroyable. Vous avez l'impression de toujours l'avoir connue depuis la nuit des temps. Vous n'avez jamais rien éprouvé de comparable. Vous vous trouvez nez à nez avec elle et là, vous ne voyez pas quelqu'un de juste semblable à vous, mais vous l'aimez instantanément, immensément. Kerry et Amy se découvrirent beaucoup de ressemblances. Même goût pour les vêtements, les bijoux, fumant la même marque de cigarettes, utilisant les mêmes expressions et certaines fois les mêmes gestuels, ce qui pourrait s'expliquer par des influences culturelles similaires.
Elles virent aussi qu'elles pouvaient lire dans leurs pensées respectives, ce qui est un phénomène peu courant. C'est comme si une conversation se déroulait dans ma tête, une extension de moi-même. Amy est une partie de moi. Je sais ce qu'elle pense. Comment est-il possible que deux personnes ignorant tout l'une de l'autre pendant 25 ans se retrouvent avec tant de points communs? Leurs désirs profonds et mystérieux ont-ils permis ces retrouvailles? Cette perception tenace que quelque chose manquait à ma vie s'est brusquement envolée quand j'ai pris ma sœur dans mes bras. En retrouvant sa jumelle, Kerry a intimement ressenti qu'elle avait enfin trouvé cette pièce du puzzle recherchée depuis toujours, son âme sœur. Les jumeaux sont-ils essentiellement deux parties d'un tout? Loin l'un de l'autre, se sentent-ils incomplets? Le docteur Louis Kiss est un obstétricien spécialisé dans les grossesses de jumeaux. Lui et son frère jumeau, Donald, ont fondé le Centre pour les naissances multiples. Il doute un peu que Kerry et Amy aient été séparés. Le lien entre des jumeaux est beaucoup plus puissant que celui entre une mère et son enfant ou entre un mari et une femme. Pour ma part, le lien avec mon frère est extrêmement fort. Je ne me sens pas perdu quand mon frère n'est pas dans la pièce ou qu'il rentre chez lui. Mais je me sentirais amputé s'il lui arrivait de mourir. C'est pour cela que je pense que des jumeaux élevés ensemble, et plus tard, proches dans leur vie, ressentent beaucoup de bonheur, et c'est une grande joie pour eux. Ce lien profond qui unit des jumeaux peut-il expliquer leur ressemblance? En partie seulement. Le docteur Leventhal attire notre attention sur le fait que certains individus ont tendance à imiter la vie d'autres personnes qu'ils admirent. Et la plupart d'entre nous sommes capables de nous faire une liste immense de tous les points communs avec nos frères, nos sœurs ou nos amis. C'est pourquoi ils pensent que les ressemblances entre Kerry et Amy ne sont pas si inhabituelles que ça. Cette relation particulière a été rehaussée dans les esprits du fait de leur séparation pendant 25 ans et de leur retrouvailles. Mais finalement, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est même tout à fait commun. Oui, mais si nous prenions en compte ces critères simples, nous rendrions cette histoire merveilleuse et dramatique presque ennuyeuse. Quant à l'information, tout comme chez d'autres jumeaux, qu'elle communiquerait par des moyens surnaturels, elle a été jugée absurde par des esprits scientifiques entraînés. Le docteur Kiss a dit qu'il ne l'aurait effectivement jamais cru s'il ne l'avait expérimenté lui-même. Si vous m'aviez demandé 10 ans auparavant ce qui pouvait se passer, j'aurais réservé ma réponse étant très sceptique. Mais maintenant, d'après mon expérience, je suis tout à fait convaincu. Ce qui s'est passé n'était pas le fruit de mon imagination. Ce phénomène apparent peut-il être expliqué par la génétique? Comme tous les jumeaux, Kerry et Amy ont en commun à peu près 50% de leurs gènes. Quoi qu'en pensent les généticiens, nous avons encore un long chemin à parcourir avant de comprendre parfaitement le rôle de l'ADN. Comment détermine-t-il qui nous sommes et quelle intervention a-t-il dans le développement du cerveau humain? Vous ne pouvez pas totalement exclure que la forte transmission de pensée et la structure similaire dans la formation de leur cerveau ne soient dues à l'ADN. Ils ont probablement en grande partie le même ADN. Autrement dit, Kerry et Amy ne font pas de la transmission de pensée. Elles sont tout simplement programmées pour avoir le même cheminement de pensée, ce qui expliquerait ce grand sentiment de nostalgie développé chez la plupart d'entre eux. Un des sentiments agréables chez l'être humain est ce désir profond d'une chose ou d'une autre, et parvenir à l'accomplissement de ces désirs est totalement excitant dans la vie. Le docteur Leventhal est convaincu que cette sensation d'inachevé que pensent ressentir Kerry et Amy ne vient pas du tout du fait qu'elles aient été séparées pendant longtemps. Plusieurs facteurs logiques et scientifiques pourraient expliquer ces transmissions qui, pour certains, sont mystiques ou paranormales. Beaucoup de jumeaux pensent qu'ils sont essentiellement les moitiés d'un tout. Si l'un d'eux subit un traumatisme douloureux, il est fort possible que l'autre éprouve une douleur équivalente.
un homme est convaincu avoir ressenti l'assassinat brutal de son frère jumeau. Quand Rick et Ron Lemon sont nés en mars 1955, les médecins ont dû pratiquer une césarienne d'urgence. Il semblait qu'ils ne pourraient jamais séparer les bébés à leur sortie de l'utérus. Les jumeaux étaient agrippés l'un à l'autre, leurs bras et leurs jambes entrelacés. C'était un lien qui ne pouvait que s'approfondir avec le temps. Les frères ont été les meilleurs amis. Une complicité spéciale les unissait, plus forte que celle entre un frère ou une sœur ordinaire. Ils passaient leur temps ensemble. Ils voulaient s'aider pour tout. Ils ne faisaient rien l'un sans l'autre. Rick et Ron sont des frères jumeaux issus de 2 œufs séparés, fécondés par des spermes différents. Tous les deux ont appris à marcher et à parler en même temps. Ils ont aimé les mêmes activités et suivi le même cursus universitaire. Plus tard, ils s'apercevraient qu'ils connaissaient leurs pensées respectives. Il me suffisait de regarder Ron pour savoir ce qu'il pensait et inversement. Quand l'avion de Rick a décollé de l'aéroport de Houston en janvier 1995, c'était la première fois que les jumeaux étaient séparés si longtemps. Comptable pour une grande compagnie pétrolière, Rick devait assister à son premier audit international en Angola, en Afrique noire, un pays déchiré par la guerre civile. Rick fut profondément perturbé, inquiet de ne jamais revoir sa femme, son fils et son frère. Plusieurs mois se passèrent sans incident. Mais à 4 heures du matin, le 31 mai, Rick fut réveillé par de violents maux d'estomac. Je dormais profondément quand je fus tiré de mon sommeil par une douleur déchirante, comme jamais je n'avais ressenti auparavant. Je me tenais l'estomac, car la douleur venait de là. Je me suis enroulé dans la position fétale et écrasé par la souffrance, j'ai attendu que ça passe. Rick a expliqué qu'il est resté paralysé par la douleur. Elle irradiait de sa colonne vertébrale jusqu'à sa tête, de ses mains à ses pieds. Finalement, au bout de 4 heures d'agonie, la douleur est partie. Le lendemain, les médecins ont fait subir à Rick tous les examens possibles, mais ils ne purent déterminer la ou les causes de sa brutale souffrance. Mais la pire nouvelle allait bientôt lui parvenir. La nuit suivante, Rick appelle son patron pour un bilan de son travail. Immédiatement, il a décelé un profond trouble dans sa voix. Je lui ai tout de suite demandé ce qu'il se passait et il m'a répondu « Vous n'êtes pas au courant ?» Au courant de... Oh non. Son frère Ron avait été assassiné la nuit d'avant. D'un seul coup, tout a basculé dans l'horreur. C'est comme cela que j'ai appris la mort de mon frère. Le soir de la fête nationale, le 30 mai, Ron était chez lui regardant un match à la télévision quand un jeune homme se présente à la porte. Ron le laisse entrer. Le soir de la fête nationale, le 30 mai, Ron était chez lui regardant un match à la télévision quand un jeune homme se présente à la porte. Ron le laisse entrer. Le garçon l'a alors tué avec une batte de baseball en aluminium. Le rapport d'autopsie et le coup de fil à la police ont montré que Ron avait été assassiné à 22 heures. C'est précisément à cette heure-là que Rick fut réveillé par la douleur. L'appel de la voisine au 911 a permis d'établir l'heure approximative du meurtre. Allô, police secours? Il y a eu des coups de feu à côté de chez moi. Ce n'est pas une coïncidence. Je souffrais le martyre et pendant ce temps-là, oh mon Dieu, mon frère jumeau est battu à mort avec une batte de baseball. Non, j'en suis sûr, ce n'est pas une coïncidence. Rick est persuadé qu'il a ressenti la douleur de son frère au moment où celui-ci se faisait assassiner. Une douleur qu'il portera toute sa vie. Il se sent désormais amputé, comme si on lui avait enlevé la moitié de lui-même. Ses proches savent que jamais il ne mentirait sur un sujet aussi tragique. Je crois vraiment que la douleur ressentie par Rick était vraie, qu'elle était réellement celle subie par son frère au moment de son assassinat.
connection with what Ron was experiencing during his beating. Depuis la mort de Ron, Rick souffre de maux de tête, de troubles du sommeil et de difficultés à se concentrer. En tant que jumeau survivant, il souffrira toujours d'une douleur physique et émotionnelle. Pour lui et sa famille, il n'est pas la mémoire vivante de Ron, mais son coupable survivant. Chaque fois que j'appelais mon père, ma mère ou mon petit frère, je les faisais pleurer, car ma voix est trop semblable à celle de Ron. Vous vous rendez compte ? Ne pas pouvoir parler à sa famille, sa propre famille, car vous leur faites trop mal. Vous faites souffrir les gens que vous aimez. Les liens entre jumeaux peuvent-ils être si puissants que Rick a pu vivre les souffrances subies par son frère au moment de sa mort? Les jumeaux sont bien sûr les premiers à le croire, d'autant plus fort s'ils ont vécu le même genre d'expérience. Raymond Brandt, rédacteur de Twins World, a consacré sa vie à l'étude du phénomène jumeau. Il a perdu son jumeau dans un accident de travail 50 ans plus tôt. Brandt dira qu'il a entendu des centaines d'histoires comme celle de Rick et qu'il croit que les jumeaux possèdent effectivement une communication surnaturelle. Je ne veux pas le croire uniquement parce que je suis moi-même un jumeau. Non, j'ai été amené à croire en ces phénomènes par l'écoute de témoignages similaires des jumeaux de tous les coins du globe. Il ne subsiste aucun doute dans mon esprit. Les phénomènes scientifiques ou quasi-scientifiques existent. Et un jumeau souffrant de la même douleur physique que son propre jumeau et au même moment en est la preuve vivante. Pour Brandt, il est logique qu'il reste des liens à vie pour des jumeaux ayant passé des mois ensemble dans le ventre de leur mère. En fait, le jumeau en danger ou souffrant n'est pas le seul à envoyer un signal mental à son alter ego. Celui bien portant doit aussi être un récepteur ouvert et toujours en alerte. Un merveilleux courant continu qui relie les jumeaux. James Alcock, enseignant sur les phénomènes paranormaux, estime que cette théorie est absurde. Si vous vous référez aux recherches de ces 100 dernières années, vous ne verrez pas la moindre preuve permettant de dire que la transmission de pensée existe. On prétend qu'elle existe, mais aucune expérience ne l'a montré. Quelque chose d'autre a pu se produire pour expliquer ce qui s'est passé. Le docteur Bennett Leventhal, chef du département en psychiatrie à l'Université de Chicago, pense que soit Rick a inconsciemment parlé du même jour pour le faire correspondre à l'événement tragique, soit il ne s'agit que d'une simple coïncidence. Il est fort possible qu'à un moment donné, Rick ait ressenti une effroyable douleur, souffrance peut-être vécue au moment même où son frère se faisait assassiner. C'est sans doute à cause de cet événement que Rick a pensé qu'il y avait eu une relation paranormale entre la mort de son frère et lui. Les médecins qui font des recherches sur le mental disent que souvent les gens fixent leur esprit sur des événements dépourvus de sens. C'est dans la nature humaine de chercher à expliquer tout ce qui nous arrive. Pour certains, c'est plus fort que pour d'autres, comme dans le cas de Rick, car il avait des liens très étroits avec son frère. Dès que vous savez que votre frère est mort, tout peut être interprété comme un signe, que justement, ce jour-là, vous ne vous sentiez pas dans votre assiette. Si vous prenez les gens en général, vous trouvez toujours quelqu'un pour vous dire qu'il avait bien senti que ce jour-là, une chose grave se passait. Si la voiture de Rick était tombée dans le fossé, s'il avait téléphoné juste ce jour-là, Rick aurait certainement pris ces événements comme un lien entre la mort de son frère et lui-même. Mais il est surtout évident qu'il cherche à trouver une solution, quelle qu'elle soit, pour évacuer son immense chagrin. Pour Rick, c'est une manière de partager la douleur avec son frère. C'était une expérience significative, psychologique, intellectuelle et émotionnelle pour lui. Mais d'un point de vue psychologique, anatomique et biologique, la douleur de Rick et la douleur de son frère n'avaient rien à voir. Il ne pouvait y avoir de réel lien. C'était juste une malheureuse coïncidence. Les choses sont ainsi, je le sais, car je l'ai vécu. Si une personne ne l'a pas expérimenté, c'est juste comme de croire en Dieu. Il n'y a aucune preuve. C'est ainsi. Cela s'est passé et tôt ou tard, nous arriverons à l'expliquer. D'après Rick et le témoignage d'autres jumeaux dans le monde, toute son histoire est réelle.
Les jumeaux ne peuvent intervenir, mais ils peuvent partager la même souffrance, la même émotion et la même pensée. Pour Rick, sa souffrance au moment même de la mort de son frère est une preuve plus que suffisante de son lien éternel avec son frère. Les liens entre jumeaux sont-ils suffisamment puissants pour arriver à vaincre une différence culturelle, géographique et philosophique dramatique? Deux garçons élevés dans deux mondes étrangers, l'un juif, l'autre sympathisant nazi, découvrent qu'ils ont malgré tout énormément de points communs. En 1942, Jack Youffe, alors âgé de 9 ans, vit sur une île des Caraïbes avec la peur constante d'une invasion allemande. Trinidad était considérée par les Alliés comme un point stratégique. De grandes quantités d'aluminium et de bauxite transitaient par le port principal de l'île. Le père de Jack, craignant que la guerre n'atteigne l'île, décide qu'il était temps de lui révéler quelque chose. Brusquement, sous un beau ciel bleu, mon père m'a dit « Tu sais que tu as un frère ?» J'ai tout de suite senti que c'était vrai. Je lui ai alors demandé qui il était et où il vivait. Il m'a répondu « C'est ton jumeau et il vit en Europe, en Allemagne. » Même à 9 ans, Jack savait qu'il était dangereux, sous le protectorat britannique de Trinidad, d'avoir de la famille en Allemagne. Il garde le secret durant toute la guerre, demandant juste plus de détails à son père. Son père, un juif roumain, était venu à Trinidad pour échapper aux nazis. Pendant le voyage, il avait rencontré la mère de Jack, une Allemande catholique qui partait en vacances aux Caraïbes. 6 mois plus tard, naissaient les jumeaux en 1933, puis ils furent séparés. Oscar est reparti en Allemagne avec sa mère, où il a été élevé par sa grand-mère, une fervente catholique. Jack resta avec son père à Trinidad, élevé dans les traditions juives. À l'adolescence, Jack se rendit en Israël, où il a vécu dans un kibbutz avant de servir dans la marine. En 1954, enfin libre et toujours curieux de connaître son frère Oscar, il part pour l'Allemagne. À son arrivée, un interprète a demandé à Jack de ne pas parler de ses racines juives. Oscar avait été un sympathisant nazi. Pendant son enfance, il avait fait partie de la jeunesse hitlérienne. Horrifiés, les frères jumeaux ont découvert qu'ils avaient été des ennemis. Jack quitte l'Allemagne découragé et stoppe tout contact avec Oscar. Il s'écoulera 25 ans avant que le cœur ne parle. Ce n'est pas normal de vivre ainsi, de refuser votre jumeau. Ce n'est pas une situation normale. Une partie de vous a envie de lui parler, de le voir, de le toucher, de l'embrasser et de passer de bons moments ensemble. En 1979, Jack vivait aux États-Unis, où il étudiait à l'université du Minnesota tout ce qui concernait les jumeaux. L'université a consenti à arranger un rendez-vous. Les frères devaient se rencontrer à l'aéroport du Minneapolis un jour de novembre. Ils n'ont pas eu de problème pour se repérer. Les deux frères étaient identiques. Des lunettes à la moustache et même dans la chemise militaire bleue. J'ai dit à Oscar, les lunettes, il y a les mêmes en Allemagne? Et la chemise, la même chemise? Et pourquoi portes-tu cette chemise, lui ai-je demandé, et il m'a répondu, pourquoi as-tu cette chemise? C'est incompréhensible, comme certaines choses se passent parfois. Parce que les deux frères savaient qu'ils étaient opposés dans leurs opinions politiques et religieuses, ils décidèrent de ne jamais aborder le sujet. Les plus grandes puissances mondiales n'avaient jamais solutionné ce problème. Que dire d'eux? Les jumeaux ont été surpris de se trouver autant de manies communes. Lire les magazines du début à la fin, tirer la chasse d'eau avant et après, et des élastiques autour de leurs poignets. Le même sens de l'humour et une horloge dans la tête. Au fil des années, ils se voient de plus en plus, passent des vacances ensemble, se retrouvent chez eux et rencontrent leurs familles respectives. Le 17 mars 1997, Oscar meurt d'un cancer. Jack n'assistera pas aux funérailles. Je ne suis pas allé aux funérailles parce que j'ai senti que c'était trop difficile.
que ce serait trop dur pour moi, pour les siens, sa femme, ses enfants, de voir quelqu'un de si semblable à leur père qui lui reposait dans son cercueil. Alors j'ai fui. Jack réapprendra à vivre. Il tient un petit supermarché à la frontière mexicaine, non loin de San Diego. Curieusement, tandis que les liens intimes demeuraient malgré les années de séparation chez la plupart des jumeaux, Jack et Oscar semblaient ne pas posséder cette relation. Nous avons vraiment essayé, mais ce n'était pas naturel pour nous. En fait, je ne pense pas que nous ayons vraiment tout tenté pour arriver à nous apprécier et à nous aimer mutuellement. Je me demande si nous avions passé plus de temps ensemble, que serions-nous devenus? Des amis intimes et proches ou des ennemis irréductibles? Je n'aurais jamais la réponse. Mais que dire des similitudes de vêtements et d'accessoires? N'est-ce pas la preuve évidente des liens jumeaux irréversibles entre Jack et Oscar? En dépit de 46 années de séparation, une guerre mondiale qui aurait pu les monter l'un contre l'autre, il restait tout de même un lien timide, mais existant. Le docteur Louis Kiss n'est pas surpris le moins du monde qu'il existe malgré tout ce lien entre Jack et Oscar. La corrélation entre le contrôle génétique et notre comportement, nos manières, notre voix et notre façon de parler, la façon dont nous croisons ou décroisons les jambes, est réellement très forte. Nous commençons juste à comprendre. Je ne suis pas surpris car j'ai tellement entendu d'histoires pareilles à celle-ci. En réalité, Jack et Oscar sont identiques. Ce sont des jumeaux monozygotes. Ils proviennent du même œuf qui a été séparé en deux après la conception. Cela signifie que les jumeaux qui ne se ressemblent pas ont en commun seulement la moitié de leur ADN. Jack et Oscar ont eux un ADN complètement similaire. Auparavant, les scientifiques pensaient que nous naissions sans gènes innés et que notre personnalité se développait par rapport à l'environnement extérieur. Aujourd'hui, les docteurs pensent qu'une grande partie de nous est due à notre propre ADN. Nous pensons qu'il existe une sorte de pendule qui bascule entre l'apport de l'environnement et l'apport biologique en chacun de nous. C'est ce balancier qui détermine notre propre personnalité, qui nous pousse dans un sens ou dans un autre, qui nous fait agir ou au contraire stagner. Les recherches montrent que les gènes déterminent tout notre parcours, que ce soit pour nos préférences, aussi bien dans la nourriture que dans l'habillement. Il serait peut-être un peu excessif d'imaginer que le fait de porter un élastique autour du poignet ne provient que des gènes. Ce n'est pas vrai. Les gènes ne sont pas forcément la cause de choses aussi insignifiantes. Mais il ne subsiste par contre aucun doute sur le fait que les gènes déterminent la préférence des couleurs et toutes nos décisions. Un jour, j'espère, nous serons à même de tout connaître sur le fonctionnement génétique. Lorsque Jack et Oscar se sont retrouvés après des années de séparation, habillés de la même chemise militaire bleue, il s'agissait plus vraisemblablement de leur ADN similaire plutôt que d'un phénomène surnaturel. James Alcock pense qu'il peut exister aussi une autre explication. La première question est, est-ce un document ou est-ce quelque chose dont ils se sont rappelés plus tard? Parce que notre connaissance de la mémoire humaine nous permet d'affirmer qu'il est très facile de se tromper. Le cerveau est conçu pour s'adapter à toute situation. Les humains trouvent souvent des solutions plus efficaces que bien des ordinateurs. D'où cette tendance que nous avons à ignorer les différences et à nous focaliser sur les similitudes rassurantes, même si elles sont insignifiantes. En outre, nous ne pouvons pas ignorer le contexte dans lequel Jack et Oscar se sont retrouvés. C'est un exemple qui illustre cette faculté du cerveau. Les frères se sont réunis autant pour rechercher leur ressemblance que par un besoin impérieux de se voir. Autrement dit, ils faisaient tout pour découvrir ce qu'ils avaient en commun. Si nous voyons deux étrangers qui portent la même chemise, nous pensons quelle coïncidence. Si ce sont des jumeaux séparés depuis longtemps, nous nous extasions. C'est très significatif. Comment pouvons-nous l'expliquer? Les sceptiques diront que l'histoire de Jack et Oscar n'est ni plus ni moins qu'une coïncidence, une interaction qui peut se produire tous les jours. Pour ceux qui croient, leur jugement a sans nul doute été influencé par le tragique de la situation. Deux jumeaux, tout d'abord arrachés l'un à l'autre par le divorce des parents, puis par la guerre, et enfin, pour clore le drame, par le destin, le cancer d'Oscar. Il existe des événements tellement rares qu'ils peuvent être qualifiés d'anormaux. Un œuf fécondé se sépare complètement peu de temps avant l'accouchement. Cet accident de la nature soude deux humains ensemble.
Comment deux femmes reliées l'une à l'autre par la tête réussissent-elles à mener des vies autonomes? À la naissance de Laurie et Dory Chappell, en 1963, les couloirs de l'hôpital de Philadelphie résonnaient d'une nouvelle extraordinaire. L'hôpital n'avait jamais vu cela. Monsieur et Madame Chappell durent alors prendre une effrayante décision. Ils devaient soit accepter que leur fille reste attachée toute leur vie, soit que les chirurgiens tentent une opération dangereuse et aléatoire pour les séparer. Les Chappell, qui pensaient que les jumelles étaient la volonté de Dieu, décidèrent de ne pas prendre le risque de les opérer. Laurie et Dory disent n'avoir jamais regretté la décision de leurs parents. Absolument pas, jamais. Non, cela ne nous gêne pas. Nous sommes nés ainsi, nous avons grandi ainsi, donc nous l'acceptons. D'accord, ce n'est pas toujours ce que je souhaite, mais il ne faut pas y penser, se gâcher la vie. Les docteurs ont averti la famille de se préparer aux nombreux combats sociaux et médicaux auxquels ils auraient à faire face dans l'avenir. Laurie et Dory étaient classées comme des sœurs siamoises, nom donné d'après les célèbres jumeaux attachés Chang et Hang du royaume de Siam. Tout comme Chang et Hang, Laurie et Dory sont un mystère médical. En effet, l'espérance de vie de jumeaux siamois dépasse rarement l'enfance, et souvent, ils sont plutôt morts-nés. Indépendamment du fait que Dory est née avec le spina bifida, les deux sœurs se portent étonnamment bien. Laurie et Dory ont maintenant 35 ans. Et s'il y a bien une chose que les gens doivent comprendre à leur sujet, c'est leur esprit d'indépendance. Deux êtres unis l'un à l'autre par la tête, partageant leurs os, leur sang, leur tissu, mais, insiste-t-elle, à part cela, peu de points communs. Elles possèdent des comptes en banque séparés, et leurs intérêts diffèrent totalement. Laurie confie qu'elle aimerait se marier et avoir des enfants, et Dory rêve d'être une chanteuse de country. Bien qu'elles aient passé chaque moment de leur vie ensemble, de la maternelle à la primaire, du collège au lycée, et maintenant à poursuivre leur carrière, Laurie et Dory se sont entraînées non pas à s'accepter et à se supporter l'une l'autre, mais à mener des vies indépendantes. Leur secret, disent-elles, est le compromis. Je serais tentée de dire que le même secret que chacun devrait avoir dans sa vie est le compromis. Mais pour nous, c'est plus dur du fait de notre état. Ben oui, certaines fois, j'ai envie de faire quelque chose et qu'elle ne veut pas. Soit ce n'est pas le moment, soit cela ne lui plaît pas. Alors, compromis. Vous êtes obligés d'accepter des compromis de ce genre. Sur bien des plans, Laurie et Dory font tout pour se différencier l'une de l'autre. Peut-être est-ce la seule manière qu'elles ont trouvée pour s'en sortir. Évidemment, les deux sœurs se connaissent extrêmement bien. Mais elles insistent sur le fait qu'elles ne partagent pas les mêmes rêves, ni ne ressentent les mêmes émotions, ni ne pensent la même chose. Mais elles ont beau l'expliquer moult et moult fois, Laurie et Dory connaissent des gens qui ne les voient pas comme elles-mêmes se décrivent. C'est une chose dans notre vie qu'il nous faut répéter encore et encore. Si seulement les gens voulaient bien écouter et non plus seulement entendre. Ou si seulement ils prenaient le temps de réfléchir avant d'ouvrir la bouche. Nous sommes deux êtres à part et j'aimerais tellement que les gens finissent par le comprendre. Et surtout qu'ils arrêtent de nous regarder comme un monstre, mais comme deux êtres que forment deux corps. Les docteurs estiment que, hormis des problèmes médicaux non prévus, Laurie et Dory pourraient avoir une longue et saine vie et profiter de toutes les activités du commun des mortels. Bien sûr, nous ne pouvons pas suivre le parcours habituel de tout le monde. Mais pour certains aussi, parfois, le chemin est difficile. Alors, nous sommes simplement deux personnes de plus dans l'humanité. La seule chose, nous n'avons pas le choix. Nous devons être ensemble. Dans toute l'existence de l'humanité, peu de personnes vivent l'expérience de Laurie et Dory. Passer toute sa vie en tant que deux personnes, mais aussi en tant qu'une seule personne. Que peuvent penser deux êtres attachés par la tête? Peut-être ainsi que les aveugles, qui ont un sens plus développé de l'ouïe, possèdent-elles des compétences que nous n'avons pas?
Laurie et Dory sont vraiment uniques. Les jumeaux attachés sont des jumeaux identiques, le résultat d'une division de cellules incomplète dans l'utérus. Moins de 20 cas naissent chaque année aux États-Unis. Mais sur ce chiffre, seulement 1% sont reliés par la tête et peu d'entre eux survivent à ces anomalies congénitales. Le docteur James O'Neill, un expert sur les jumeaux siamois, s'est occupé du cas de Laurie et Dory pendant plus de 20 ans. Et l'un des points les plus intéressants de leur malformation est leur cerveau relié. Nous savons pas mal de choses concernant leur cerveau commun et la façon dont ils fonctionnent. Nous pouvons dire en effet que Dory et Laurie ne possèdent pas deux cerveaux. Assurément, s'il existait une raison pour que deux personnes puissent communiquer par télépathie, Laurie et Dory pourraient le faire. Pas seulement à cause de leur cerveau pratiquement reliés, mais parce que ce sont des clones génétiques. Mais Laurie et Dory affirment qu'elles n'ont jamais pu lire dans leurs pensées respectives. Elles crient haut et clair qu'elles possèdent chacune leur propre opinion et leur propre goût ou aversion. Le cerveau est très compartimenté. Chaque case contrôle une fonction bien définie. Une partie contrôle le bras droit, une autre contrôle partiellement le gauche, une autre encore la pensée, puis l'odorat et la vue. Mais ce n'est pas parce que certains circuits du cerveau sont liés que les processus qui font un être humain sont forcément communs. Mais même si l'exemple de Laurie et Dory contredit l'existence d'une connexion entre jumeaux, leur expérience confirme l'intelligence de l'esprit humain à s'adapter à toute chose. Dans tous les cas, l'instinct de survie chez un être humain le conduit souvent à se transcender. Dans ce cas présent, c'est un exemple merveilleux sur la façon dont deux êtres, s'aimant vraiment, ont été capables de compenser le manque de toutes ces choses et ces sensations que tout être est en droit d'imaginer vivre un jour dans sa vie. Maintenant, l'échographie peut déceler des jumeaux siamois durant les 3 premiers mois d'une grossesse. Les docteurs peuvent aussi prédire avec une exactitude relative si oui ou non une opération chirurgicale pour les séparer est viable. Mais à l'époque de la naissance de Laurie et Dory, cette technologie n'existait pas. Mais même dans le cas contraire, les experts d'aujourd'hui pensent que malgré tout, à cause de la connexion de leur cerveau, il eût été impossible de les séparer. Les jumeaux siamois ont toujours fasciné les populations. Les gens de la rue, les médecins, les chercheurs, tout le monde. C'est vrai que c'est stupéfiant de voir deux êtres reliés ensemble par un point de leur anatomie. Cela a entraîné beaucoup d'idées mystiques. Laurie et Dory offrent une perspective unique de l'espèce humaine. Leur existence est une chose qu'il ne nous sera jamais permis de connaître. Ce n'est pas uniquement l'apparence physique qui capture notre fascination, mais les mystères que nous percevons sans pouvoir les résoudre de ces deux personnes subissant un fardeau psychologique. Être destinés à rester physiquement connectés l'un à l'autre pour la vie et pour la mort. La profonde connexion des jumeaux l'un envers l'autre commence-t-elle dans l'utérus? Tout comme les fœtus sont censés réagir à la musique ou à la voix de leurs parents, les jumeaux communiquent déjà entre eux dans l'utérus. C'est de la sensibilisation, et beaucoup supposent que les jumeaux gardent cela entre eux toute leur vie, où qu'ils soient. Un chirurgien esthétique de Chicago, le docteur David Teplica, a étudié des milliers de cas de jumeaux, non pas avec un stéthoscope ou n'importe quel autre instrument médical, mais à travers son appareil photo. De nombreuses fois, il a pu observer au travers de ces portraits leurs extraordinaires ressemblances. Échantillons variés de taches de rousseur, de rides et plis du visage, de cheveux grisonnants. Les portraits de David représentent le testament de sa fascination de toujours pour les jumeaux. Aussi longtemps que je remonte dans ma mémoire, j'ai toujours été attiré par ce phénomène de jumeaux. À l'âge de 7 ou 8 ans, je dévorais toutes les lectures que je pouvais trouver les concernant. Sur l'insistance d'un ami, David a un jour demandé à sa mère si elle savait pourquoi il avait toujours eu cette fascination pour les jumeaux. Elle lui a répondu que les médecins étaient convaincus qu'elle portait des jumeaux lorsqu'elle était enceinte de lui. Mais qu'au 4e mois de sa grossesse, elle avait eu des contractions et des saignements. Voilà pourquoi elle avait mis au monde à terme un bébé et non pas deux.
Apparemment, ma mère avait de nombreux signes et indications pour penser qu'elle attendait des jumeaux. Son docteur, en tout cas, le pensait. Mais parce que l'échographie n'existait pas à l'époque, nous ne serons jamais sûrs à 100%. David, à un certain niveau de son subconscient, se souvenait-il qu'il avait été en présence d'un jumeau ses premiers mois dans l'utérus? Cela semble tellement irrationnel que même David en a écarté la possibilité. Le docteur Raymond Brandt affirme, lui, que cela se produit souvent. Parce que j'ai eu de nombreux entretiens avec des jumeaux, je suis sûr qu'il se passe une communication et un développement intra-utérin entre des jumeaux. Cette période leur apporte ce lien unique entre eux. Ils savent toujours qu'ils ont eu un jumeau, même si l'un est mort ou s'il possède une sensibilité différente. Si nous partons du principe que les jumeaux vivent réellement et sincèrement ces expériences, les experts émettent plusieurs interprétations. Peu d'entre eux nient le lien psychologique qui existe entre les jumeaux. Tous reconnaissent l'influence génétique qui détermine la personnalité de chacun. Mais les plus passionnés croient qu'il existe vraiment quelque chose de plus, ce lien créé avant leur naissance dans l'utérus. L'échographie a permis de montrer l'échange des jumeaux communiquant entre eux dans l'utérus. Ils s'étreignent, se battent, se touchent. Certains pensent que c'est la base des relations intimes de l'homme. Toutes ces extraordinaires histoires de jumeaux montrent seulement à quel point leurs liens sont profonds et combien il est difficile de les expliquer de façon rationnelle. Les critiques considèrent ces histoires remarquables de liens entre jumeaux comme irrecevables. La première cause rationnelle étant pour eux la coïncidence. Ils estiment qu'elle est toujours très présente dans chaque cas. Pour les sceptiques, souvent les jumeaux séparés ne se rencontrent et ne se connaissent jamais. 2 jumeaux suivaient la même classe élémentaire à Phoenix sans savoir qu'ils passaient tous les jours par le même angle de rue de la ville. Quand ils s'en sont rendus compte, ils se sont ignorés. 2 personnes se destinent au même avenir et portent les mêmes vêtements. De temps en temps, nous y attachons de l'importance et y trouvons une coïncidence. Rick a ressenti une violente douleur au moment exact de la mort de son frère. Plutôt que de chercher une explication rationnelle, nous sautons immédiatement sur les conclusions suivantes. C'est arrivé parce qu'ils étaient jumeaux. Beaucoup de gens sont venus me voir. Tous m'ont parlé d'expériences similaires. Cette sensation de partager et de vivre le moment atroce de la mort ou d'une grande souffrance que subissent leurs jumeaux loin d'eux. Les parents ou les grands-parents corroborent toujours leur récit. Que peut-il se passer? Je ne connais personne qui peut vous fournir une explication rationnelle. Vous avez ici un vrai phénomène et vous voulez absolument l'expliquer. Alors, soit vous étudiez sérieusement les explications possibles, soit vous admettez le côté mystique et surnaturel. Un grand nombre de ce que nous appelons connexions entre jumeaux peuvent s'expliquer par notre incompréhension, à savoir nous-mêmes communiquer. Les humains communiquent de façon parfois subtile, intonation de la voix, effleurement ou contraction des muscles. Tous ces petits signes nous permettent d'analyser un comportement. J'ai un fils à l'université et je sais très bien lorsqu'il va m'appeler, quand son compte en banque sera vide. Je sais qu'il va m'appeler le soir et ce sera jamais le vendredi ou le samedi, car il sort ces soirs-là. Les autres ressemblances sont probablement déterminées par la génétique. En 1979, des chercheurs de l'Université du Minnesota étudièrent le cas de jumeaux qui avaient été séparés à la naissance. Il est rare d'avoir des réponses aux questions scientifiques sur l'influence de la génétique sur l'environnement. Les résultats sont étonnants. Sur le QI, les réflexes moteurs, la personnalité, les intérêts aussi bien dans les loisirs que professionnels, les jumeaux qui ne se sont jamais rencontrés sont presque plus semblables que ceux élevés dans le même contexte familial, foyer et parents. Je ne crois pas que la génétique détermine toute la personnalité de chacun. Vraisemblablement, l'expression de la personnalité et les choix effectués par une personne tout au long de sa vie sont déterminés par des opportunités. Opportunités qui ne sont pas forcément les mêmes que celles de son jumeau. De vrais jumeaux étudiant dans des classes séparées avec des professeurs différents et des copains de classe différents vivront des expériences dissemblables. Même les vrais jumeaux d'un même fœtus existent dans des environnements opposés. Après toutes ces données, qu'est-ce qui nous surprendrait le plus?
Que des jumeaux élevés par des parents différents et séparés par de grandes distances puissent être semblables, ou que deux individus avec une génétique identique soient différents. Le fait est que pour la plupart d'entre nous, qui ne sont pas jumeaux, leur lien profond sera toujours un mystère, un phénomène non expliqué.